Et voici pour nos moments de discussion ce matin. On va évoquer le sujet refait surface, hein? Le code électoral avec les catholiques qui s'intéressent un peu à son contenu à travers justement un colloque qui a été initié, qui va se tenir dans la journée d'aujourd'hui. Des têtes pensantes sont mobilisées à cet effet à printemps. Eh ben, on verra ce que ça donnera au bout de la journée, mais en attendant, on peut déjà opiner sur cette initiative, cette entreprise et voir un peu sa pertinence, à quoi est-ce que ça répond dans ce contexte politique actuellement et quelles pourraient être les projections qu'on pourrait faire donc autour donc décidément beaucoup de donc ce matin. Franck, bonjour. Bonjour. William, bonjour. Donc bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. Et donc bonjour Tanguy. Bonjour. Elish, bonjour. Donc bonjour Tanguy. Qui nous a contaminé. Les catholiques qui décident désormais, enfin qui décident de discuter ouvertement et publiquement du code électoral, c'est quoi? Jésus à part et César à part, non? Oui, Ulrich. Jésus à pas, César à pas, mais Jésus et César sont dans la même république. Ben voilà, donc ils sont tous citoyens et assujettis aux mêmes lois du pays. Je ne dirais pas, je ne prendrai pas le même flanc que ceux qui estiment que la religion doit se mettre de côté, la politique doit se mettre de côté. D'une certaine manière, celui qui connaît réellement l'histoire de la politique et de la religion, pardon, et plus précisément de la religion catholique, doit savoir que la religion catholique a toujours été intimement liée à la politique d'une certaine manière ou d'une autre. Et d'ailleurs même, pourquoi est-ce que dans certains pays, on jure sur la Bible pour pouvoir prêter serment. Donc ça, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais déjà, on sait que ce débat sur le code électoral a suscité beaucoup de tensions, beaucoup de passion aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a comme l'impression que ce dossier a été vidé. Mais nous, vous et moi, nous savons que ça n'a été vidé que sur papier, que dans les documents, parce que dans son expression, dans son application, il va se poser un problème de clivage entre les fils et filles du pays. Et je pense que ce colloque, d'une certaine manière, même si ça vient après la promulgation, on voit aujourd'hui une sorte de conciliabule entre les pros et les anti. Et d'une certaine manière, c'est aussi le moyen pour pouvoir aplanir les divergences et ramener tout cela qui, d'une certaine manière, se disait « je suis pour, je suis contre » à regarder ensemble dans la même direction et prendre ce qui est faisable de sorte à ce que dans son application, que nous ne connaissions des heurts. Je pense que ce colloque, d'une certaine manière, apporte une plus-value à ce qui a déjà fait jusque-là. Franck? Écoutez, si vous observez bien l'Église catholique, avant même le vote de ce code-là, l'Église catholique avait déjà alerté, avait même fait des recommandations pour dire, écoutez, tel que ça se passe, réunissez tous les acteurs, discutez-en et prenez les bonnes décisions. Donc l'Église est dans une certaine démarche, comme elle a toujours fait, hein, elle a toujours pris une part active dans les questions qui touchent en tout cas le volet politique dans la gestion d'un pays. Depuis 90, si vous vous souvenez bien, déjà à la conférence nationale, Monseigneur de Souza qui a joué un grand rôle. Donc l'Église catholique s'est toujours intéressée à la gouvernance politique du pays. Ça ne surprend pas lorsque, après le vote de ce code-là, l'Église décide d'organiser des journées de réflexion et d'opiner sur la question, d'échanger. Je pense que c'est un peu dans la droite ligne de cette conduite que s'est imposée l'Église catholique. Je pense, pour ma part, en écoutant certains responsables de l'Église qui sont déjà passés sur certains médias, qu'il ne s'agit pas, j'ai pu écouter, je ne me rappelle plus le nom de l'invité sur BIP Radio, qu'il s'agit de discuter pour voir ce qui s'est passé. Parce que la loi est déjà votée. On dit, même les religions disent, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église ne va pas promouvoir la désobéissance dans le rang des citoyens. On dit de respecter les règles qui sont établies par l'autorité. Parce que toute autorité vient justement de Dieu. Donc je pense que si en réfléchissant ainsi, c'est de voir, à mon avis, hein, ce que moi je pense, et ce qui serait judicieux d'ailleurs, de voir comment en l'État, comment faire appliquer la loi pour que cela ne suscite pas
des heurts, pour que cela ne suscite pas, cela ne fissure pas davantage les liens entre les personnes. Parce que c'est ça le plus important. La vie humaine, elle est sacrée et c'est cela qui importe pour l'Église, pour la religion. Je ne vois pas l'Église catholique dans ce colloque qui va s'ouvrir tout à l'heure au Palais des Congrès parler rien que du code électoral de 2019 dans ses dispositions modifiées aujourd'hui. Parce que le thème renvoie bien au code électoral dans son évolution dans le temps depuis 1990. Donc, je vois l'Église catholique faire, d'abord on a appelé ça colloque, donc c'est dans une dimension holistique, un travail scientifique pour comprendre l'évolution de la loi électorale dans le temps au Bénin. En l'état, c'est beau parce que nous avons fait 20 élections dans l'histoire de notre démocratie en 34 ans. Quand je dis 20, c'est parce que je mets ensemble communal et local. Communal, local, on en a fait 4. Législatives, nous en avons fait 7. Législatives, nous en avons fait 9. Et présidentielles, nous en avons fait 7. Nous avons eu 18 lois électorales jusqu'en 2019, même si celle de 2019 a eu 2 actes modificatifs, la loi interprétative de 2020 au communal et aujourd'hui la loi modificative de certaines de ces dispositions. Quand on fait le ratio, ça fait 1,11, c'est-à-dire sensiblement égal à une loi pour une élection. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est constructif de l'État béninois? Point d'interrogation. Dans l'histoire de notre pays, en janvier, le 17 janvier 1995, on a voté un code électoral et 10 jours après, le 27 janvier, on en a voté un autre. L'année d'après, en 1996, à la veille de la présidentielle, on a voté un autre code électoral. Ce qui voudra dire que on a même la loi du 17 janvier 1995, à l'aune des élections législatives de 2004, on l'a remise en vigueur. 8 ans après. Cela voudra dire que la loi électorale dans notre pays a évolué dans le temps. Faire un débat, réunir des scientifiques, réunir des gens, des sachants, réunir des politiques, des praticiens, ceux qui appliquent la loi, d'anciens responsables de la Sénat, je ne sais pas, réunir les politiques, les acteurs, les citoyens autour de la loi électorale, pour moi, ça ne demande pas toute l'émotion de communication qu'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, on s'acharne contre l'Église catholique, encore que depuis toujours, l'Église, à part sa participation aux instances de décision et à des événements importants de notre démocratie comme la conférence nationale, l'Église a des instituts, l'Église a des cadres, des centres de formation qui s'occupent de la vie sociopolitique, qui s'occupent de l'étude du phénomène politique dans notre pays. Pour moi, la pertinence est toute faite. Je trouve pertinent le fait d'en débattre. Et une loi entrée en vigueur, une loi promulguée, une loi opposable, applicable, n'est pas exempt de discussion, n'est pas exempte de discussion. Une loi, dès qu'elle devient, qu'elle rentre dans l'ordonnancement juridique d'un État, elle ne devient pas un sujet tabou. On continue de parler du code du numérique et des dispositions qui sont à l'intérieur et qui ne favorisent pas le vivre ensemble sur Internet et qui fragilisent des corporations comme le journalisme. On parle toujours de certaines dispositions du code pénal béninois qui s'attaquent à des regroupements même non armés. Il y a des lois de notre République qu'on continue de réfléchir à parfaire. En fait, clore le débat sur le vote du 5 mars, de la nuit du 5 au 6 mars dernier, ne veut pas dire que définitivement le débat sur les lois électorales est terminé. Encore que nous avons eu l'opportunité d'en discuter. Oui, et surtout on conteste aussi qu'il faut voir. Alors, il y a un bon bout de temps maintenant qu'on a voté la loi, elle a été promulguée. Le travail ne reviendrait-il pas plutôt à faire de la sensibilisation pour sa meilleure appropriation plutôt que de faire une réflexion, etc., etc. C'est un choix, c'est une option. Si on peut voir dans une certaine chapelle qu'on parler d'application tout de suite, c'est se résigner, c'est une question. Comme on peut trouver aussi qu'on peut faire de l'intelligence parce que nous sommes les premières élections sont pour janvier 2026. Maintenant, n'oubliez pas, l'Église a eu le 22 février, Boni Yahi et les démocrates étaient chez le président de la conférence épiscopale, le directeur de l'institut, j'oublie le nom, l'institut de
oui, l'Institut de Monseigneur de Souza, là j'oublie le nom de l'Institut qui compose le Chant d'Oiseau. Le directeur était le 10 avril dernier, voilà, le Chant d'Oiseau, le directeur était au domicile de Boniaï également pour lui parler code électoral et d'autres choses. L'Église avait dénoncé le 5 mars, la veille même de l'adoption, ensemble avec d'autres religieux. Donc, on peut comprendre qu'il y a aujourd'hui des événements qui amènent à se dire est-ce que l'Église n'est pas instrumentalisée, n'est pas demandée. On va revenir à cette question tout à l'heure. Oui, Eric. Je pense que l'Église catholique du Bénin a quand même toujours joué un rôle dans l'animation de la vie politique, surtout assister et contribuer, voyez-vous, et faire en sorte de prévenir d'éventuels risques. Ayant constaté certainement qu'après le vote du code électoral, il y a eu des divergences, n'est-ce pas, de position. Et donc l'Église se propose d'ouvrir un débat général, non pas exclusivement sur le code qui a été voté récemment, mais sur les modifications successives, n'est-ce pas, que nous avions connues de 90 à la date d'aujourd'hui. Et certainement, à la fin, ils vont tirer des conclusions de ce que ces différentes modifications nous ont apporté, soit comme des avantages, mais aussi comme des ennuis. Et justement, attirer l'attention des personnalités politiques à l'effet de prendre ça en considération, n'est-ce pas, pour les années à venir. Et donc, nous sommes dans un débat général. Nous ne sommes pas dans une prise de position quelconque, n'est-ce pas. Nous ne sommes pas dans une logique, enfin, je dis nous, l'Église catholique du Bénin n'est pas dans une logique, n'est-ce pas, de donner une orientation, de prendre position, n'est-ce pas, sur un sujet aussi sensible que politique. C'est un débat général. Plusieurs personnes sont invitées à l'effet de mener des débats, des discussions, n'est-ce pas, sur les modifications successives que nous avions connues de 90 à la date d'aujourd'hui. Et j'espère vivement qu'à la fin, n'est-ce pas, les partis politiques avec qui certainement on va reverser ces conclusions pourront justement prendre connaissance de ces conclusions, n'est-ce pas, et travailler véritablement là-dessus pour nous éviter ce que l'Église redoute d'ailleurs, les crises en perspective. J'aime bien la manchette du quotidien de service public La Nation ce matin, l'Église catholique et le défi de la neutralité. Alors, quand on a évoqué tout ce que vous aviez évoqué par le passé, William, quand on a vu un peu l'Église catholique se positionner avant, pendant et après le vote du code électoral, quand on a vu ces multiples sorties pour condamner certains aspects du code électoral, quelle est vraiment l'assurance qu'on a que l'Église veut jouer un rôle neutre qu'on lui a connu depuis la conférence nationale? Donc, quand vous diront que l'Église n'a pas été totalement neutre dans le temps. Vous savez, même la neutralité est une position. Ah ouais? Oui. Même choisir de rester au milieu, c'est une position comme choisir de rester à gauche ou à droite. Clairement, l'Église ne peut pas jeter des fleurs au code électoral actuel et ne peut pas faire une bonne analyse de l'évolution de la loi électorale dans notre pays. Parce que le tableau est clair selon le fait qu'il y avait plus de lois que d'élections. Il y avait, sinon, il y avait presque autant de lois électorales que d'élections dans notre pays. Ensuite, l'Église a relevé certains éléments. D'autres se sont plaints d'autres se sont plaints auprès de l'Église. Et quand vous avez suivi la sortie ce week-end du directeur de l'Institut, le nom finalement l'Institut des artisans pour la paix et la justice, l'Institut qui a en son sein le Chant d'Oiseau et qui est l'héritage de Monseigneur de Souza, quand vous avez ces organismes qui sont mensuellement dans la réflexion, sont pédagogiquement et quotidiennement dans la recherche avec des éléments de l'environnement sociopolitique, il est clair que l'Église qui écoute tout le monde, qui écoute les récriminations de la société civile, qui elle aussi... Et qui ne paraît pas en public avec des positions... Justement, pourrait aujourd'hui, pendant que nous serons sous le couvert de l'humilité scientifique des discussions, pourrait montrer ses frustrations, ses récriminations. Et donc, moi je ne m'attends pas à une Église extrêmement neutre, quitte à ce qu'il y ait de la neutralité ou de la position, les éléments objectifs à mettre dans la balance soient pris en compte. Parce que même quand les pro-talents défenseurs de cette loi électorale nous parlent des bienfaits de la loi électorale, ils avancent des arguments objectifs parfois. Ils disent des choses que nous écoutons. Donc quand l'Église aussi aura évoqué des choses objectives, des éléments concrets, des faits et non pas des spéculations, les analyses du point de vue de la position ne doivent pas empêcher de voir ce qu'on est en train de montrer du doigt, selon moi. Est-ce que l'Église
prend pas ou ne veut pas prendre comme prétexte ce colloque pour peut-être repositionner davantage, enfin, je dois me répéter, sa position qu'on connaît officiellement par rapport à ce code de l'origine. Une chose est certaine, l'Église va revenir sur sa position parce qu'elle avait déjà énuméré un certain nombre de points. Et ces positions ne seront pas à être imposées. C'est la seule différence. Elles ne seront pas imposées, d'autant plus que la loi l'est déjà votée. Et d'ailleurs, le juge constitutionnel l'a déjà déclaré conforme à la Constitution et la loi est promulguée. Donc ça veut dire que ce sera juste des observations et les deux camps vont se faire face et apporter des clarifications. Je suppose, ceux-là qui estiment que cette loi qui a été votée, elle est normale et qu'elle contribue au développement de la cohésion nationale, vont avancer leurs arguments parce que là, ce sera un débat scientifique, hautement scientifique et purement un débat d'idées. Et l'autre camp qui estime que c'est une loi qui est exclusive, qui ne permet pas aux fils et filles du pays de se retrouver ensemble, de vivre les élections comme une fête, comme cela se devrait, vont également avancer leurs preuves. D'une certaine manière, il faut dire qu'on avait vraiment besoin quand même d'un autre son de cloche qui puisse quand même concilier les deux parties parce que ce soit le vote au Parlement, que ce soit la vérification de la constitutionnalité de cette loi et la promulgation, il faut reconnaître que les deux parties sont parties dos à dos jusqu'à présent. Et aujourd'hui, si l'Église catholique accepte de les faire asseoir autour d'une même table, pour que d'une certaine manière, on voit la possibilité de mettre en pratique ce test-là, je pense que ce serait quand même une avancée pour notre démocratie. Eric, est-ce que ce n'est pas un colloque fait valoir pour, en tout cas, renforcer la position, je dois dire, de l'Église catholique? Oui, déjà oui, parce qu'elle ne saurait rester silencieuse sur un sujet aussi sensible qui, justement, cristallise un peu les attentions. Mais en même temps, le risque, n'est-ce pas, de virer dans une position, le risque est là. Et moi, je pense que ce principe de neutralité de l'Église est un peu effrité ces dernières années. Nous avions entendu des déclarations, hein, nous avions entendu des prêtres, quand même des responsables de l'Église catholique se prononcer avec des prises de position, n'est-ce pas? Est-ce que cela engage toute l'Église entière? Bon, là reste la question. Si sont les responsables, si sont les leaders, c'est que ça engage toute l'Église. Voilà, là reste la question. Et donc, ce colloque qui marque une différence parce que la thématique qui sera abordée, comme l'a rappelé William, ne se penche pas sur le cas de la modification que nous avions connue il y a quelques semaines, voyez-vous. Et donc, c'est un débat d'ordre général, où des scientifiques vont opiner, les politologues vont nous dire ce que les modifications nous ont apporté dans leur ensemble, dans leur généralité, n'est-ce pas? Et tout ça. Et donc, je pense que là, on revient vraiment dans un principe de neutralité. Mais après, nous ne serons pas aussi tout à fait naïfs. Le principe de neutralité, c'est collé à l'institution de l'Église, puisque ça n'est pas son rôle de faire de la politique. Mais en même temps, l'Église est constituée d'hommes et de femmes, qui sont des citoyens. D'une façon ou d'une autre, les prêtres y votent. Et donc, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il y a un choix qui intervient en tant que citoyen, n'est-ce pas? Et qui intervient. Franck? Moi, je pense qu'il faut voir davantage la composition des participants à ce colloque-là pour mieux apprécier. Parce qu'on a parlé de colloque, de journée de réflexion sur le code électoral. Moi, je veux bien voir les députés qui ont voté la loi. Je veux bien voir... Avec cette communication depuis, je crois, mardi, est-ce qu'on est sûr d'avoir la mouvance, en tout cas, à ce rendez-vous? J'espère bien. Si l'Église catholique veut vraiment défendre sa position de neutralité et veut justifier davantage des journées de réflexion telles qu'elle le dit, on doit pouvoir avoir, disons, un mélange de participants de part et d'autre. Et parlant même de communication, vous savez, ce n'est pas la première fois. Hein. Sous Boni Yahi, on en est arrivé à demander aux religions, notamment l'Église catholique, de retourner dans les églises et d'aller prêcher la parole de Dieu. Dans les chapelles. Devant, voilà, dans les chapelles, devant les fidèles. Le Notre Père qui est aux cieux. D'amener beaucoup de personnes à avoir le salut, que leur place n'était pas du tout en politique. Parce que, à un moment donné, c'était bien chaud, où l'Église catholique affichait clairement sa position pour dire... Notamment au sujet de cette affaire d'empoisonnement, histoire et consorts. Merci. Donc, dans bien des cas, on a demandé à l'Église, on a voulu la recadrer, mais l'Église catholique s'étant donné une certaine ligne de conduite pour intervenir dans le débat politique,
est resté zen et agissait toujours. Et là où on craint surtout les positions de l'Église catholique, vous voyez le nombre que l'Église draine. Devant les fidèles, il suffit que dans l'homélie, que le Père dise un mot sur ce que vous savez ou sur une situation. Ça fait un tic dans la tête des milliers de fidèles qui sont devant le prêtre. Donc, quand vous voyez ça et vous voyez les prises de position, on dit attention, il faut surveiller ces gars-là. Il faut également, il faut pas leur laisser le champ libre d'agir complètement. Mais là n'est pas le problème. Si l'Église catholique aujourd'hui veut, disons, participer réellement à la décrispation de l'atmosphère. Parce que ce code-là a suffisamment fait monter un peu le mercure, vous voyez, et même la façon d'agir de l'Église catholique, parfois, ça approche un peu, ça s'apparente un peu aux méthodes de l'opposition, qui est en croisade depuis le vote du budget, qui dit attention, ce n'est pas bon. Et vous écoutez l'Église catholique également qui dit mais réunissez-vous, c'est pas bon, discutez-en. Les opposants disent la même chose. Donc parfois on a l'impression que ça joue un peu dans le même camp que l'opposition. Ça c'est l'impression générale que l'on a. Et donc vous voyez tous ces paramètres-là, il y a de quoi que de l'autre côté, ceux qui n'en veulent pas trop, ceux qui se sont battus pour que cette loi aboutisse là, ne restent pas les bras croisés. Donc c'est cela qui est très important à voir. Mais moi j'attends également les conclusions, les recommandations, le communiqué final pour voir ce qu'il en est. Avant les conclusions, oui. L'Église doit souffrir quand on lui taxe cette proximité aujourd'hui avec l'opposition. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec l'opposition, oui. Si l'Église avait une position proche, avec ces éléments d'appréciation, proche du pouvoir, on trouverait que les prêtres ont été mis aussi dans la balance de la communication pour faire annihiler les populations et endormir les gens, leur parler des bienfaits du code électoral. Même la neutralité aussi est une position qu'il faut assumer. Donc, en fait, on n'a pas, pour moi, le débat n'est pas la position est proche de l'opposition ou elle n'est pas proche de l'opposition. Mais maintenant, il n'y a pas que on ne craint pas que la notoriété de l'Église. Même dans l'histoire de l'humanité, l'Église était confondue à l'État. Il a fallu à un moment donné que l'Église se sépare de l'État. Et aujourd'hui, est-ce que l'Église est totalement séparée de l'État? Parce que même quand on quitte l'Occident où l'État est né des entrailles de l'Église, selon la conception de Saint Augustin et de tous les penseurs par rapport à l'État, même aujourd'hui sous les tropiques, quand vous voyez la place de l'Église catholique dans notre histoire politique, vous voyez aujourd'hui les rapports entre l'Église catholique togolaise et le pouvoir togolais. Quand vous voyez la CENCO, la conférence épiscopale du Congo, et les pouvoirs politiques, fin mandat Kabila, quelques agissements de Félix Tshisekedi, ils ont même marché. Oui, ils ont même marché. Quand vous voyez les observateurs de l'Église catholique dans la RDC pendant les élections, vous comprenez que même nous qui avons hérité de beaucoup de choses, sinon de presque tout de ces colons-là, ça aussi, en griffe la grande proximité sociopolitique de l'Église, d'une partie de l'Église avec la chose d'État, ça aussi on en a hérité. Et on doit souffrir de voir l'Église en acteur. Et l'Église doit également savoir qu'elle joue sa crédibilité toutes les fois qu'elle sort. Et en réunissant, j'ai vu des partis comme le Bloc républicain, si mes informations sont bonnes, et certaines organisations de la société civile se désister, ne pas vouloir assister à ces travaux parce que c'est un débat clos. Pour moi, ce n'est pas la posture qu'il faut. Moi, je pense que les débats doivent se faire, et Franck l'a dit, la qualité des débats et l'issue des débats. Et à un moment donné de notre histoire, on a vu deux camps de religieux. Il y en avait un camp qui applaudissait les actions de Boni Yayi. Les choses par le nom, les évangéliques. Les évangéliques, les pasteurs et autres là, qui chaque jour disaient à leurs fidèles, mais c'est le Messie, c'est votre Messie là qui est là. Et de l'autre côté, on avait l'Église catholique qui ne relevait que les trains en retard en réalité. C'est vrai que l'Église a une pratique, quand vous faites bien, j'ai lu des communiqués dans lesquels l'Église catholique a dit, sur tel point, on est d'accord, sur tel point, on félicite le gouvernement, mais sur tel autre point. Vous vous rappelez le débat sur la loi, sur l'avortement dans ce pays, l'Église catholique était, disons, opposée, farouchement opposé, et demander à ce que ça ne soit pas fait dans ce sens-là. Donc il y a des positions sauf qu'il n'y a pas eu de colloque à mon sens à ce sujet-là. Allez, c'est plus important, c'est très important.
Ah d'accord, c'est vous qui jugez. Alors, est-ce que ce n'est pas mal parti là, ce colloque, dès lors qu'on a commencé déjà par voir l'Église elle-même se positionner d'abord, puis ensuite voir que certains, et pas des moindres, parmi les acteurs, se désistaient par rapport justement à cette invitation qu'on leur a faite de participer à ce colloque. Est-ce que ce n'est pas mal parti? Je le dis surtout et je le demande parce que on a vu le contexte dans lequel le code électoral, le tout dernier, a été révisé. C'est-à-dire qu'on a pris une nuit, on a fait défiler les articles rapidement, on a envoyé ça aux 7 sages qui eux-mêmes ont pris une journée pour évacuer tout ce qu'on lui a présenté comme grief, et l'autre qui attendait le bic en main a signé rapidement au bas du papier et puis c'est devenu officiel. Quand on a ce contexte-là, est-ce que véritablement on n'est pas mal parti par rapport à ce code? Mal parti, non. Surtout quand on me parle de colloque. Moi, je crois en la science. C'est peut-être une propension que j'ai. Mal parti, non. Le contexte est tel que l'Église a une coloration par rapport au code électoral. L'Église a une position très ferme qui entache déjà le début des discussions. Mais les discussions elles-mêmes, ne serait-ce que dans les allures introductives, peuvent rassurer la qualité des échanges, les acteurs en présence, la liberté d'expression, parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas embrigader la parole. La liberté d'expression, le choc des idées, les heurts, des réflexions scientifiques, holistiques, multidisciplinaires, empiriques, Il faut envoyer philosophiques. Oui, je suis sur le reportage de tout à l'heure. Il va participer. Je ne vais pas participer. Je vais assister juste à la couverture. Il faut le dispenser de toutes les tâches ici pour qu'il aille s'asseoir là. Moi, je crois... Oui, plus sérieusement. Oui, plus sérieusement. Moi, je crois au choc des idées. Mais l'Église ne doit pas oublier que elle y va dans une posture d'opposante, disons les choses telles qu'elles sont. On taxe aujourd'hui l'Église d'être proche et très proche de ceux qui disent que ce code est à brûler, ce code est à réviser, parce qu'ils surfent aussi sur le délai. On se dit que les premières élections sont en janvier 2026, nous ne sommes qu'en avril 2024. Un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Donc, c'est vrai qu'en matière électorale, 2 ans, ce n'est pas grand-chose. Ça fait déjà les moins 6 mois. Des dispositions communautaires. Mais même quand on enlève 6 mois, on a encore toute une année. Justement. Un mois et demi. Et ceux qui vont se plaindre tout le temps auprès de l'Église catholique, auprès du clergé, croient en une révision de ce texte avant même. Et eux, ils ne veulent pas aller sur le champ de l'application, du travail pour se conforter. On va laisser Eric se prononcer. Je pense que ce cadre d'échange global, on en avait besoin. Cela aurait été l'initiative du sortie de l'État, n'est-ce pas, après cette tempête ou même des partis qui ont proposé des partis, n'est-ce pas, pour que toutes les parties prenantes puissent se retrouver, n'est-ce pas, et discuter. Cela n'a pas été le cas. Et donc, si l'Église saisit l'opportunité, je pense que les acteurs politiques devraient profiter justement de ce cadre d'échange pour à nouveau refaire le débat. C'est de ça qu'il sera question. Pour les acteurs qu'on a invités et qui se refusent de participer, je ne sais véritablement pas pour quelle raison, parce que ce sera l'occasion justement, comme l'a relevé William, de pouvoir reposer encore le débat et de voir encore dans quelle mesure on peut encore revoir certaines choses pour plus de synergie. Parce que c'est ça ce que l'Église veut éviter. Que chacun reste campé dans sa position, n'est-ce pas, pour les défis qui nous restent à relever dans les années à venir. L'Église aura joué sa partition. Bon, même si on peut voir dans les prises de position une certaine coloration de l'Église, c'est une position nuancée. Écoutez, attention, faites doucement. Il y a des amendements qui pourraient créer des problèmes. Cela n'est pas encore une prise de position aussi forte qu'on pourrait associer à un mouvement politique. N'est-ce pas? Quand on veut prévenir, il faut alerter, il faut attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui peut nous amener, n'est-ce pas, dans des situations qu'on va déplorer. Et donc, l'Église reste toujours dans cette position d'assistance, de contribution, n'est-ce pas, de créer un terrain neutre d'échange à différents acteurs, quitte à eux, véritablement, de pouvoir saisir la balle au bon pour échanger. La période choisie pour organiser le colloque peut prêter à confusion. Le colloque serait venu un peu tôt, que ça aurait été, à mon avis, un peu judicieux pour ce débat qui est en cours.
Mais à côté de ça également, c'est les conclusions en fait. Ce que ça va à quoi est-ce qu'elles vont servir? Oui, à quoi est-ce qu'elles vont se servir? Est-ce que vous voyez une église catholique prendre l'opposition par la main, prendre la mouvance par la main, écoutez, parlez-vous, puisque au Parlement même, ils doivent se parler pour se comprendre. Ils n'ont pas pu se parler. Ce n'est pas une église catholique qui viendra les réunir. Si ils n'ont pas réussi à se parler là où ils sont deux, bon, si une troisième personne peut venir, ça peut, vous êtes deux. Toujours aider. Vous êtes deux. Après, vous avez vu déjà des gens qui déclinent déjà l'invitation. Oui, l'histoire retiendra que l'Église a créé un cadre d'échange, c'est eux, n'est-ce pas, qui n'ont pas saisi l'opportunité. L'histoire retiendra que dans ce débat, l'Église a créé un cadre d'échange global. Et comme l'on a donné des exemples un peu dans la sous-région, en fait, même au niveau des épiscopats, ça se parle. On voit ce qui se passe ailleurs et puis tout ça. Et donc, si on ne le souhaite pas, quand ce code électoral va entraîner ce que ça va entraîner, au moins, les pays voisins diront, ah, nos collègues du Bénin, ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Donc, je pense qu'il faut aussi soigner les apparences. C'est la finalité. Les apparences, c'est vrai. Mais la finalité, le débat, il a été fait au Parlement, la loi a été votée, promulguée, c'est passé par le filtre de la Cour constitutionnelle et le colloque qui va intervenir. Moi, à mon avis, les conclusions auraient servi à quelque chose si, eh bien, c'est vrai, il y a des incongruités peut-être dans le code électoral, il y a des insuffisances, mais à jamais qu'on dise, par exemple, retournez le débat, prenez votre copie, retournez, allez voter, parce que ça ne sera pas fait. Donc, ces conclusions, les conclusions de cette nature-là, ne serviront réellement à rien. Non, pas forcément. Non, je dis, si on disait retourner la copie pour qu'on reprenne les choses, ça ne servirait à rien. Parce que même si on reprenait, ça produirait... Dans quelles conditions ça servirait alors à quelque chose? Non, dans quelles conditions, à mon avis, c'est de pouvoir trouver des éléments de langage pour demander aux populations. Parce que quand l'opposition va sur le terrain, on dit, vous avez écouté Paul Rumpin qui dit que c'est du gaï, c'est de l'ANAC et tout ça. Les opposants, les démocrates aussi en disent pareil et sont parfois même un peu plus durs que Paul Rumpin. Et les autres qui disent que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver au Bénin. Donc nous avons deux camps face à face là. Et donc l'Église catholique qui draine assez de monde, moi je pense qu'il faut jouer maintenant sur la psychologie des populations. Parce que si on tire trop sur la ficelle, ça risque le riche va finir de se casser. Il est 8h37. Ouais. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Franck quand il estime que la période, les circonstances ne sont pas appropriées pour un tel colloque. Qu'elle vous souvienne que pendant qu'on se préparait à voter cette loi, il y a eu des communiqués dans ce sens-là. L'Église catholique, le clergé avait sorti un communiqué et a attiré l'attention. Donc je pense qu'on dise que le clergé n'avait pas réagi ou n'avait pas donné, n'avait pas d'une certaine manière attiré l'attention. Non. Mais je pense que, au-delà de tout, lorsque vous êtes dans un pays et que vous vous réclamez du pays, et vous savez que la cohésion du pays est mise à mal d'une certaine manière, et que des fils et filles de ce même pays se retrouvent dos à dos, et que quelqu'un peut se porter d'une certaine manière, peut se retrouver d'une certaine manière dans le rôle de conciliateur, d'apaiseur ou de modérateur, je pense que c'est toujours bien de le faire. Et ce cadre que l'Église catholique est en train de mettre sur pied en réalité, ce n'est pas nécessairement pour remettre en cause tout ce qui a été fait, non, mais c'est plutôt de ramener les deux parties belligérantes ou de même les deux parties opposées à mieux se regarder droit dans les yeux et se dire, ici je pense que vous avez tort et là je pense qu'on peut mieux faire. L'objectif, ce n'est pas nécessairement pour dire cette loi on la jette à la poubelle, mais c'est pour le futur. On peut se dire à travers ce colloque qui se fait, c'est justement les résultats, à travers ce colloque qui est là, il y a des résultats qui sont là, qui peuvent permettre, qui peuvent inspirer à l'avenir pour corriger cette loi. La preuve, nous avons déjà eu le code électoral il y a quelques années, on l'a modifié aujourd'hui. Il se peut qu'on corrige encore ce même code. Et ce colloque peut participer justement à la correction, à la modification de ce code qui est là actuellement et qui pose des problèmes. Voilà. Ça ne va pas participer à la correction. Non, c'est bien possible. C'est bien possible. Non, vous le voyez tout de suite
pour ces élections de 2026. Non, il n'y a pas que ça. Ne baissons pas la lucarne. Regardons plus loin. Parce que l'objectif n'est pas seulement 2026. Oui, sur le plan politique. Sur le plan politique, il y aura beaucoup de changements. Lorsqu'on dit aller revoir le code de la peau, que ça passe aujourd'hui dans le contexte. Non, quand je dis aller revoir, c'est des recommandations. Mais dans le contexte actuel, vous ne verrez aucun député de la mouvance aller s'asseoir encore pour réviser ce code-là. Mais justement, l'histoire retiendra qu'il y a une possibilité d'échanger sur ce qui crée actuellement des clivages entre tous ces filles du pays. Et une frange de cette population a préféré a opté pour la politique de la chaise vide. Et cette politique de la chaise vide, d'une certaine manière, l'histoire la retiendra. Oui, une seule phrase. Oui. En 2013, quand une organisation de la société civile, dont je tais le nom, faisait une analyse sur les lois électorales, elle disait que elles ont tout le temps permis in extremis d'éviter des crises. 6 ans après, les lois électorales n'ont plus permis d'arrêter au dernier moment, au seuil, les crises. Les crises sont intervenues, même 2 ans encore après. Moi, je pense que la situation a évolué. C'est même que certaines lois ont provoqué les crises là. Vous dites? C'est même que certaines lois, au lieu de les éviter, ont provoqué ces crises. Et pour ça, alors, il y a nécessité de discuter. Les gars, merci. C'était encore une nouvelle aventure hebdomadaire de boucler. Et comme quelqu'un le ferait du haut de son siège, la séance est levée. La séance est levée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, suivez après moi la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end par anticipation. Je vous remercie sincèrement pour la fidélité depuis lundi jusqu'à ce jour. Vous avez aussi les gratitudes de toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Prenez soin de vous et surtout ne quittez jamais Canal 3 Bénin, c'est la meilleure télévision à Cotonou.